Je ne pense pas qu'il y a de dissension du tout au sein de l'UFDG. Des divergences. Oui, nous sommes un parti libéral qui considère que les divergences d'idées, les concours, font partie des moteurs du progrès. Mais il n'y a absolument pas de dissension. Il y a des divergences d'idées. Quand un problème est posé, nous avons tous des angles différents d'attaque de ce problème. Ce n'est pas, je comprends que les Guinéens ne sont pas habitués de voir un leader discuter avec ses numéros 2, ses numéros 3 sur des sujets. Mais à l'UFDG, c'est ça la promotion que nous faisons des valeurs pour que chaque individu, chaque membre du groupe de l'UFDG, chaque militant puisse s'exprimer avec son tempérament, ses idées, pour qu'on trouve la meilleure synthèse possible pour le parti. D'accord, vous dites que là, Jessé Loutanen Diallo incarne plusieurs valeurs, mais comment on est passé de plus de 40% au premier tour à une défaite? On a entendu quand même à 47%. À 47% au sein de l'UFDG, ça fait beaucoup de bruit. Après les résultats du second tour, on a dit qu'il a fait trop de concessions, il n'a pas été charismatique, il n'a pas su s'imposer, alors on lui a reproché beaucoup de choses. On peut toujours dire, je pense que c'est grâce à la fraude. Nous n'allons pas revenir là-dessus, tout le monde sait que c'est dans un système frauduleux seulement qu'il est possible de passer de 18% à 52%. Il n'y a pas de possibilité rationnelle qui amène un individu à passer de cette capacité. Le fait que Jessé Loutanen Diallo soit passé dans le gouvernement de Lansana Conté, est-ce que cela n'a pas pesé au second tour? Encore une fois, je vous dis que si les Guinéens avaient eu accès au vote qui a été fait, non pas à la volonté manifestée par les gouvernements de transition de l'époque, et le système qui avait été mis par le RPG, n'eût été ce système de fraude, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous parlez de système de fraude, mais ces élections quand même ont été validées par des institutions internationales. Il y avait des observateurs internationaux. Vous savez, les observateurs internationaux, ils étaient où? Ils étaient à Conakry, ils étaient dispersés à l'intérieur du pays. Mais c'est pas... Il y avait le Centre Carter, il y avait l'Union européenne, il y avait la CEDEAO, il y avait, si vous voulez, l'Union africaine aussi, M. Diallo. Les réserves qui ont été émises dans ça, nous le savons. Et là, c'est lui-même a reconnu la victoire d'Alpha Condé. Nous savons dans quel esprit, parce que courir pour le pouvoir, et le pouvoir, c'est pas ça notre objectif. Si Alpha Condé s'était mué vraiment en démocrate, s'il s'était mué à quelqu'un qui peut réconcilier ce peuple, s'il s'était mieux pour défendre les intérêts de ce peuple, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Lui, il aurait peut-être eu, nous à l'UFDG, on aurait eu l'amertume de ne pas être ceux par lesquels la Guinée va amorcer ce début de siècle avec des valeurs démocratiques. Mais on serait là en train d'accepter si les Guinéens pouvaient manifester librement, pouvaient sortir librement, qu'on ne vous attaque pas. Vous êtes dans un axe aujourd'hui que beaucoup ne viennent pas fréquenter. Vous savez pourquoi? Si on avait la sécurité, si les gens pouvaient manifester peu ou pour exprimer leur désapprobation, sans qu'on ne vienne les tuer, il y a déjà plus d'une 50aine de morts depuis qu'Alpha Condé est ici. 9 personnes à Conakry. Les massacres de Zogota, ceux qui étaient partis qu'on a brûlés, je ne sais plus dans quelle région, en Guinée forestière aussi. À Galapaï. À Galapaï. Voilà, il y a trop de sang versé pour 2 ans seulement de mandat. Il y en a énormément. Si tout ça n'était pas arrivé, moi pour Zogota, vous savez, on peut supposer que le gouvernement n'a pas donné l'ordre, on peut supposer tout ce qu'on veut. Mais on aurait vu alors l'indignation du gouvernement. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a limogé. Il a limogé le préfet. Après que le ministre ait dit qu'il n'y a personne qui est mort là-bas. Ce n'est pas le préfet qui prend la responsabilité de faire massacrer un village. On est en Guinée. Un préfet, c'est vraiment pas lui qui dit à une gendarmerie de pick-up une dizaine de véhicules d'aller massacrer un village. C'est pas le préfet. Et ceux qui ont massacré, pourquoi on ne les arrête pas alors? Pour montrer l'exemple. Quand vous parlez de massacre, on a l'impression que ça a été expressément fait, mais à quel intérêt, selon vous, le gouvernement massacrerait? Ça a été exprès. Vous savez, quand on prend un couteau, on égorge quelqu'un, ce n'est pas par accident. Alors pour vous, à quel intérêt le gouvernement ferait ça? Mais je n'en sais rien du tout. Pour quel intérêt on a tué Jacques Ariao ici? Quel est l'intérêt du gouvernement de tuer un militant qui manifeste? Quel intérêt de faire le maintien d'ordre par des armes automatiques? Si ce n'est pas faire la tragédie, ce n'est pas provoquer le sang soit versé. De quel intérêt le gouvernement peut, quand il va en maintien d'ordre, armer de mitraillettes les militaires qui vont aller faire ça? Alors vous savez que répondez-vous à certains observateurs qui disent que l'affaire Zogota, l'opposition est en train de sur les ficelles? Nous tirerons sur toutes les ficelles pour que la démocratie règne dans ce pays-là. Il faut que les Guinéens soient informés. Quelles ficelles nous tirons? Parce qu'eux nous disent... Vous êtes en train de politiser cette affaire. Si elle n'est pas politique, ils nous disent pourquoi on a tué les gens. Pourquoi on peut aller à 2 heures du matin? Alors que même nos lois disent que même quand il y a un malfaiteur, il faut attendre au petit matin pour aller le chercher. On va à 2 heures du matin trouver des gens qui dorment et on les achève. De quel droit? Qu'est-ce qu'on veut promouvoir dans ce pays? Et on n'a pas le droit de dénoncer ça. Nous dénoncerons cette ignominie avec les dernières énergies jusqu'à ce que dans ce pays, que le gouvernement qui a la force, qui a la possibilité d'arrêter les gens, même quand il y a un malfaiteur, on a le droit d'arrêter les gens, on a la possibilité et la force d'arrêter les gens.
de traduire en justice et le faire, et les faire juger et les condamner. Ok, M. Diallo, vous dites que le gouvernement n'est pas prêt à respecter les règles démocratiques. Vous savez tout ça, que le gouvernement là, des hommes, comment dirais-je, la répression dans les manifestations, vous savez tout ça. Demain, vous dites aux gens de descendre dans les rues. Nous serons en première ligne pour ces manifestations-là. Nous descendrons. Ce n'est pas la peur du canon qui va nous retenir. Qu'il essaye. Il finira comme tous les dictateurs qui ont gouverné par le canon. Absolument, parce que le peuple est exaspéré. Vous savez, on ne peut jamais s'installer dans le pouvoir avec la force, l'armée ou tout ça. À un moment donné, c'est cette même armée qui va te dire stop. Ok. Quel va être l'itinéraire justement de cette marche? Elle partira de Matoto, elle atteindra le stade du 28 septembre comme toutes les manifestations que nous faisons. Et là, les leaders vont délivrer leur message. Peu importe le déploiement des forces de l'ordre. Quand vous parlez de Matoto, est-ce que quelque part c'est pas fait à dessein? Parce qu'on le sait, lors du dernier, en tout cas entre les deux tours de l'élection présidentielle, le RPG est venu largement en tête dans cette commune. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'affrontement? D'après les bulletins de fraude qui ont été publiés, ils sont venus en tête. Vous parlez de fraude, pourtant vous avez accepté. Oui, vous savez, on peut accepter pour préserver la paix et l'unité dans ce pays. Alors si vous avez accepté pour préserver la paix, il faut continuer à la préserver. Alors qu'on arrête de nous faire croire que le RPG a un seul quartier où il est majoritaire en Guinée. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun quartier. Aujourd'hui, même à Kouroussa et Sigiri. Non, mais le RPG est majoritaire à Sigiri quand même. Même à Sigiri, le PDN va le battre. À Sigiri, Kouyaté va le battre. Et il le sait. Il faut que les gens arrêtent. Le RPG et Alpha Condé n'ont aucune majorité dans ce pays. Ah bon? Aucune. Bien. Nous allons aborder... Même à Kankan? Même à Kankan, ce sera par le concours d'Ousmane Kaba à Kankan. Ah bon? C'est vous qui le dites, M. Diallo. Fervent défenseur de l'UFDG. Alors, nous allons aborder la question de la réconciliation nationale. Je passe un clin d'œil à M. Fofana. Il est du côté de Antag, il nous suit. Alors, la réconciliation nationale, à votre avis, comment faut-il procéder aujourd'hui? Vous avez dit le tissu social guinéen est très très déchiré aujourd'hui. On parle ethnie, beaucoup plus ethnie que les vérités. Quand vous parlez, c'est pas ce que vous dites qu'on regarde, c'est votre... On regarde votre nom. Votre prénom et nom, surtout le nom. Et à partir de là, on sait déjà où vous classez. Comment vous y prendre pour la réconciliation? La réconciliation nationale, c'est un faux débat. La Guinée, c'est pas un pays en guerre. C'est pas un pays qui est sorti de guerre, c'est un faux débat. Mais pourtant, le tissu social est divisé. Parce qu'il n'y a pas de justice. Les Guinéens ont besoin de justice. Si notre appareil judiciaire marchait, si quelqu'un qui a abusé dans son droit pouvait recouvrir son droit devant une institution judiciaire indépendante, on ne serait pas là. Vous savez que jusqu'à présent, on est incapable de déposer une plainte pour l'affaire Jakaria pour que ça puisse suivre. Les victimes de Zogota, on leur demande aujourd'hui 5 millions de francs pour déposer leur plainte. C'est lui qui, le juge d'instruction, dit qu'il faut qu'ils déposent 5 millions de francs de caution pour qu'eux, ils puissent enregistrer la plainte. Sinon, elle va être déclarée irrécevable. Vous imaginez comment les paysans vont trouver 5 millions de francs guinéens pour déposer leur plainte? Lorsque l'appareil judiciaire dans un pays est défaillant, il entraîne toute la dérégulation de la société. Quand vous dites que le chef de l'État lui-même, quand vous dites que la réconciliation était un faux débat, est-ce que quelque part l'opposition n'est pas en train de virer? Parce qu'on le sait, à un moment, la mouvance présidentielle disait que c'était un faux débat, alors qu'on voyait certains leaders de l'opposition qui disaient que ce n'était pas un faux débat. La seule constance des gens du pouvoir, c'est l'inconstance. Ils peuvent dire un jour aujourd'hui et leur est son contraire. Vous savez, les gens là ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons toujours... c'est l'inconstance. Exactement. Ils sont ni constants, ni équilibrés. Mais sur cette question de la réconciliation, ils sont restés quand même constants. Et non, parce qu'ils sont en train d'instrumentaliser. Ils ont à un moment donné voulu instrumentaliser les religieux. Vous avez écouté Elhadj Saliou Camara, dans son sermon même de la fête de l'Aïd. Vous l'avez entendu, ce qu'il disait au président de la République, qu'il faut mettre de la justice dans ce pays. Et est-ce qu'on entend l'autre prélat? On ne l'entend plus. Parce que les religieux ont compris que le chef d'État voulait les manipuler. On les entend nulle part maintenant. Parce qu'ils ont compris la réconciliation et ils ont parcouru le pays. Et ils savent exactement... Peut-être que le prélat dont vous parlez a pris des distances parce qu'à un moment donné, le leader de l'UFDG d'ailleurs a émis des doutes quant à sa crédibilité. Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que le leader de l'UFDG a mis un doute sa crédibilité. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il a compris la mission qui était donnée, qui était le sien. C'était pas la mission de réconciliation nationale. Et c'est pour ça que il a pris ses distances. Ce n'est pas du tout parce que une telle ou telle l'a critiqué. Ça n'a absolument rien à voir. La réconciliation nationale en Guinée ne sera possible que lorsque l'appareil judiciaire va marcher. Sinon, il n'y aura pas de réconciliation. Il n'y a pas de problème entre vous et moi. Il n'y a pas de problème entre... Moi, je parcours toute la Guinée. Je n'ai jamais été dans une région. Je vais à Kankan, je tiens mon même discours.
de l'UFDG. À Kouroussa, à Ségri, personne ne m'a jamais agressé. Mais il y a un climat de méfiance quand même. Il n'y a pas aucun climat de climat. Moi, je suis à la passe, je rencontre des fiefs du RPG. On passe toute la journée à discuter. Il n'y a jamais eu de bagarre entre nous. Oui, mais moi, quand l'opposition a organisé ces marches ici, quand je marche dans les rues de Conakry, on me dit Kapere. Quand je vais dans les milieux mandingo, on dit, ouais, quoi. Mais on vous dit ça, c'est le Sanakuya. Ce n'est pas agressif. Je suis pas d'accord de ta façon qu'on m'a jeté des cailloux. Mais non, je pense que, écoutez, il y a un problème qu'il ne faut pas exagérer. Quand il y a des violences ici dans les manifestations, c'est toujours le fait du pouvoir. Regardez toutes les manifestations, les rares manifestations qui ont été encadrées en Guinée. Il n'y a pas eu un seul. Quand ils sont regroupés à Koléa, quand ils ont marché ici le 10 mai, il n'y a pas de manifestation qui déborde en Guinée. Il n'y a que le pouvoir qui organise des débordements, des violences qu'il exerce sur les populations. Sinon, l'opposition est suffisamment majeure pour organiser des manifestations dans le pays. Depuis qu'on manifeste ici, depuis le temps où Alpha Condé lui-même essayait de courir dans les rues de Conakry pour faire valoir ses droits de citoyen. D'accord. Je rappelle aux auditeurs qui suivent l'émission 90 minutes chrono, dans quelques instants, ils auront l'occasion avec Moustapha Silla d'appeler, de réagir. Je sais qu'ils sont très très nombreux à vouloir s'exprimer. Nous abordons aujourd'hui la question non seulement de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de El Hadji Cellou Dalein Diallo, avec un des membres du bureau exécutif, M. Diallo Ousmane. Nous abordons aussi la question de la CENI, l'OIF, l'OCNT, mais aussi, et surtout, venez de l'entendre, la question de la réconciliation nationale. C'est pas si René a une autre... Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Alors, on dit souvent que El Hadji Cellou Dalein Diallo, c'est le leader de l'opposition. Marcher, vous ne pensez pas que ça risque d'épuiser la population et lui donner une autre image? Un peuple qui se fatigue de faire valoir ses droits peut continuer à vivre sous la tyrannie. Non. C'est un peuple qui a toujours été opprimé depuis 58 quand même. Hein? Et on n'est toujours pas fatigué de faire valoir nos droits. Rappelez-vous, depuis 58, le peuple de Guinée en marche. Avant, déjà, on a marché pendant 60 ans pour bouter le colon dehors. Et on continuera à marcher tant que les droits ne seront pas des faits effectifs dans notre peuple. Nous marcherons pour faire valoir nos droits, pour que plus jamais un Guinéen ne soit regardé parce qu'il est ceci ou cela, que c'est seul ses valeurs et son apport à la société qui comptent. Ok, dernière question avant peut-être de donner le standard aux auditeurs. Après le second tour de la présidentielle, il y a eu des rumeurs selon lesquelles El Hadji Cellou Dalein Diallo aurait eu des mots très durs à l'égard de Sidia Touré. Il lui aurait dit qu'il n'a pas de l'UFR, qu'il n'a pas mouillé le maillot, et c'est pourquoi l'alliance Cellou Dalein Diallo n'a pas gagné. Vous qui êtes membre du bureau exécutif, confirmez-vous cette information? Je pense qu'il ne faut pas exagérer pour dire des mots très durs. Il y a des leaders qui échangent des mots entre eux que moi je ne peux pas. Si c'est pas amical, c'est dur. Vous savez que c'est Sidia qui a été celui qui a amené El Hadji Cellou Dalein dans un gouvernement. Donc ils sont des familiarités qui peuvent se permettre entre eux. Mais quelqu'un qui ne connaît pas peut se permettre de dire que c'est des mots très durs ou pas. Je pense qu'il y a un respect. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit concrètement? Non, il n'y a pas eu d'échange. Qu'est-ce que El Hadji Cellou Dalein Diallo a dit à Sidia? Je pense que tout ce qu'on dit dans ce cas-là, il y a eu un remerciement fort qui a été adressé à l'ensemble des leaders qui ont accepté d'accompagner l'alliance des bâtisseurs autour de El Hadji Cellou Dalein Diallo. Il a fait le remerciement-là aux uns et aux autres. Maintenant, après, derrière, chacun est libre de dire que c'est des mots très durs. Je ne pense pas du tout qu'il y avait une place de dire des mots durs en direction des gens qui sont venus autour de lui. Non, ça c'est de la désinformation. D'accord, c'est Sidia qui a envoyé El Hadji Cellou Dalein Diallo dans le gouvernement. Les deux sont aujourd'hui dans l'opposition. Hier, ils étaient dans l'alliance El Hadji Cellou Dalein, un président. Peut-être dans quelques mois, nous allons commencer la campagne électorale. Pensez-vous que l'amitié va continuer entre les deux? Il y a d'abord une amitié qui est indéniable, mais aussi c'est des partis libéraux. Hein. Tous les deux, c'est des partis libéraux. Ils font partie de l'international libéral. Mais aussi, il y a des proximités de vue. Vous savez, Sidia n'est pas venu chez Cellou parce que c'est Cellou. C'est pas le RPG qui a autour de lui des trotskistes, qui a des socialistes, qui a des libéraux, qui a tout quoi. C'est vraiment l'arc-en-ciel. C'est un patchwork de partis politiques qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Il n'y a pas de lien entre eux. Nous, on s'est entouré de partis libéraux avec lesquels nous avons un socle idéologique commun, avec lesquels nous sommes capables de bâtir un projet de société commun pour aller. Et c'est ce qui unit les individus. Je pense que là-dessus, il n'y a aucun problème. On pourra toujours continuer à avoir ces échanges. Oui, mais quelque part, parlant de l'Alliance Arc-en-Ciel, on le dit souvent, c'est la contradiction qui fait marcher, qui fait naître le progrès. Là, c'est vraiment pas une simple contradiction. Ce sont des oppositions internes très fortes. Et je pense que c'est ce qui explique aussi l'inertie de ce gouvernement. D'accord. Tout à l'heure, vous parlez des socialistes, des libéraux, et on a vu en France quand même Nicolas
Nicolas Sarkozy était là, il y a eu un moment, les portes de l'Élysée s'ouvraient grandement devant Elhadji Cellou Dalein Diallo, devant Sidya Touré. Et aujourd'hui, c'est François Hollande. Il est socialiste. Est-ce que l'espoir pour les deux leaders, Elhadji Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, de remporter la majorité à l'Assemblée, est-ce qu'avec l'élection de François Hollande, l'espoir là ne s'est pas amenuisé? Est-ce que la présence de Sarkozy a empêché Alpha Condé d'être président en Guinée? Non, je pense qu'il ne faut pas. Il avait quand même Kouchner qui était ministre des Affaires étrangères. Et on a vu les discours de Kouchner sous Dadis. Vous pensez que Kouchner était plus fort que Sarkozy sous le gouvernement en France? Pas du tout. Bon, alors je vous garantis une chose, le fait que Sarkozy et François Hollande soient là, il n'a aucune amitié particulière avec Alpha Condé, il ne le connaît pas. Ils ne sont ni de la même génération, ni même de même bord politique. Et un trotskiste, je vous garantis que les trotskistes aujourd'hui... Ils se sont déjà vus. Ils se sont déjà vus, tout le monde a écouté ce que François Hollande l'a dit, que si vous êtes vraiment un socialiste, alors faites en sorte que votre démocratie soit une démocratie exemplaire en Afrique. Nous ne soutiendrons jamais la mise en place d'une dictature. Et ça, c'est le nouveau discours des jeunes leaders, peu importe leur couleur politique en Europe et aux États-Unis. Bien parti. 66 99, c'est le standard qu'on vous ouvre maintenant. Hein. 66 99 99 30 ou le 66 99 99 31. Déjà un auditeur au Lilan, je n'en doutais pas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va bien. Votre prénom et nom, vous nous appelez d'où? Voilà, c'est Sano Cabinet. Sano Cabinet nous appelle d'où? Afia. Afia, on vous écoute, monsieur Sano. Votre invité, comment il s'appelle? Ousmane Diallo. Monsieur Diallo. Oui, bonsoir. Oui, je dis. Oui. Vous savez, quand vous êtes en train de faire un débat comme ça à la radio, c'est tout le monde qui vous écoute. Est-ce que vous voyez un peu? Le fait de lancer des mots sales, pour l'autre côté, vous insultez presque une grande majorité aussi des Guinéens. Monsieur Sano, qu'est-ce qu'il a depuis dit le début de l'émission, on n'a pas entendu de mots sales. Il a qualifié notre président de tout, ici. Il a dit quoi? Exactement, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais monsieur, je pense, c'est ma remarque que je suis en train de faire. Non, mais concrètement, voilà, si la remarque n'est pas fondée, quand vous parlez d'insultes, quand même, donnez-nous un exemple concret où il a tenu un propos déplacé. Vous dites? Donnez-nous un exemple de mot déplacé qu'il a tenu. Non, c'est de nous, on ne lui permettrait pas. Ah, ok, on a compris. Moussafa, je crois qu'on va arrêter. On va prendre un autre auditeur. Un autre auditeur, parce que s'il n'y a pas de preuves, on ne va pas continuer à discuter dans le vide. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Prénom et nom, vous nous appelez d'où? Si, monsieur Ifono Alfred Tamba. Ifono Anselm Tamba. Non, Alfred Tamba. Oui. Allez-y, monsieur Ifono. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Lambani. Lambani, on vous écoute, monsieur Ifono. C'est bien beau, votre invité, il a bien exposé. Oui. Mais j'ai comme l'impression qu'il a un peu de la haine à s'exprimer. Oui. Oui. Vous savez, quand quelqu'un parle librement, oui, sans contrainte morale, oui, quelqu'un qui parle avec une certaine contrainte, c'est facile à remarquer sur le psychologue. Comment vous le faites alors? Monsieur a un peu de hargne. Ça, c'est un débat politique, instructif aussi. Oui. Mais quelque part, il ne reconnaît rien. Il affirme du faux. Moi, je m'excuse du terme, mais c'est du faux. Nous avons pu connaître quelques réalités de ce pays. Oui. Quelqu'un qui s'exprime comme ça, je ne sais pas s'il a vécu ici tout le temps, qu'est-ce qu'il fait, je voudrais savoir. Ça, c'est une question que je lui pose directement. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Il est né en quelle année? Monsieur Ifono, oui. Quand vous dites que ce qu'il dit est faux, donnez-nous un exemple de ce qu'il a dit qui était faux. Écoutez, dans ce débat, il ne faut pas parler d'une chose qui vient se produire, oublier le passé. La Guinée a une histoire très longue. Vous comprenez? Oui. C'est comme quand quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu d'agression dans ce pays. Le 22 novembre, moi, ça a été ma première année de service. J'ai vu les agresseurs. Oui. J'ai servi sous des balles. Quand quelqu'un me dit non, c'est un faux débat, c'est une insulte. De la réconciliation nationale. De la réconciliation, exactement. Vous comprenez ça? Oui. Bref. Donc, pour vous, il y a nécessité de réconcilier les Guinéens? Mais c'est nécessaire. D'accord. Peut-être ce sont des enfants, ils viennent de naître, ou peut-être c'est un enfant un peu émancipé ou trop émancipé. Mais sinon, la réconciliation n'est pas un faux débat. Tous ceux qui le disent, c'est qu'ils sont un peu en arrière, ou ils connaissent très mal l'histoire guinéenne. Donc c'est autour de la réconciliation, vous n'êtes pas d'accord avec M. Diallo? S'il vous plaît.
c'est autour de la réconciliation. Quand il dit que c'est un faux débat, que vous n'êtes pas d'accord. Il dit que c'est un faux débat. Je le vois déjà trop surexcité, quoi. D'accord. C'est tout? Il le dit, il répète. Oui. Ok. En fait, c'est tout votre remarque? Moi, je crois que c'est pas patriote. D'accord, on a compris ça. Monsieur Ifouno, il n'y a pas d'autres questions? Bon, je voulais poser des questions, mais je me dis que c'est inutile parce que quand quelqu'un est complètement aveugle, ça se comprend. Mais quand quelqu'un voit et que refuse de voir, c'est qu'il n'y a plus d'aveugle et plus il n'y a pas plus d'aveugle que lui. Quelqu'un qui ne veut pas voir. On a compris. On vous a compris, monsieur Ifouno. Merci. je pense que... Vous êtes né quand? Vous avez suivi quoi comme formation? Vous vivez où? Je suis triple diplômé, disons, en sciences de gestion, management, donc, et en ingénierie informatique, que j'ai eu respectivement en France et au Canada, oui. HEC. Oui. Et je suis né à la baie, où j'ai vécu toute mon enfance ici en Guinée, à Gawal en l'occurrence, puis en Conakry, où je suis resté jusqu'en première année de fac. Donc, je pense que c'est pas ça le problème fondamental. Il faut que je rappelle à ce monsieur. C'est-à-dire, voilà, je vais peut-être parler en français simple pour qu'on puisse se comprendre. Il y a un problème de réconciliation nationale. Je dis, pour le régler, il ne suffit pas d'envoyer des prélats, des missions et tout partout, rassembler les gens pour dire réconcilier-nous. C'est pas ça le problème. Il faut réparer l'appareil judiciaire. C'est autour de la justice, autour de l'impartialité de l'État, que la réconciliation nationale se fait tout naturellement. Mais quand vous dites que c'est un faux débat... Donc quand je dis que c'est un faux débat, oui. C'est ce qu'on est en train de faire là, le folklore, prendre des prélats, prendre de ceci, prendre de cela, aller voir cette région naturelle, rencontrer des religieux, rencontrer des jeunes par là, dire qu'on va se réconcilier. C'est ça le faux débat. Ok, nous allons prendre notre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Oh, trop de bruit autour de vous, je suis désolé. Allô? Éloignez-vous du poste récepteur. Moustapha, éteignez carrément, monsieur. On n'entend pas. On va prendre un autre auditeur, je crois, s'il y a un autre standard, parce que trop de bruit, on risque de ne rien entendre. Nous allons prendre un autre auditeur. Moustapha, il y a quelqu'un ici? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Un peu bien. Prénom et nom, vous nous appelez d'où? Joseph Lama, j'appelle de Simbaya. Joseph Lama nous appelle de Simbaya. Bien sûr. Allez-y. On vous écoute. Bon, j'ai pris l'émission en marche. J'ai écouté très bien ce monsieur qui est en train de faire l'éloge de M. Diallo. Oui. Mais je pense que quand on est responsable, surtout un thème comme ça, il faut dire des trucs qui peuvent au moins envoyer les gens de l'avant. Mais ce qu'il est en train de dire, j'estime qu'il défend le monsieur. C'est bien bon parce qu'il fait pas de l'UFDG. Oui. Mais ce qu'il dit est vraiment contradictoire. Moi, je n'approuve pas. Serge Diallo, on l'a connu, il est né ici, il a fait tout ici. Il n'aime pas travailler ailleurs. Aïe, il est parti. Je voulais bien voir la question du monsieur, parce que monsieur Diallo a dit... parce qu'il dit, il connaît bien Elhadji Cellou Dalein Diallo, et Diallo a bien défendu Elhadji Cellou Dalein Diallo. Je voulais vraiment... Oui, et monsieur Diallo est allé plus loin pour dire qu'ils n'ont qu'à faire des audits, ils n'ont qu'à publier les audits, ils n'ont qu'à dire au peuple de Guinée si Elhadji Cellou Dalein Diallo a puisé dans les caisses de l'État. Je pense que c'est le minimum qu'on peut demander à ce gouvernement. Oui. Ça fait plus de 3 ans qu'on parle des audits ici, si on prend la période d'Addis jusqu'à maintenant. Et beaucoup disent aujourd'hui que si Elhadji Cellou Dalein Diallo, si Dia Touré sont en train de se battre pour avoir une majorité à l'Assemblée, c'est pour se mettre à l'abri des audits. Alors il faut publier les audits avant qu'on arrive à ça. C'est-à-dire que à chaque fois il y a un argument. Qu'est-ce qu'ils attendent depuis 18 mois pour publier ces audits-là? D'accord. Avant qu'on arrive à l'Assemblée, après ils vont nous dire, parce qu'on est à l'Assemblée, on refuse de présenter. C'est tellement les enquêtes sont en cours. Parce qu'on a vu, sous l'ère d'Addis, on a brandi ces audits, c'était quelque part comme une épée de Damoclès. Mais surtout qu'on avait écouté la plupart des ministres, même d'Addis dire que on avait écouté d'Addis dire qu'est-ce qu'elle a vous faites ici. Parce que ça ne me regarde pas, c'était l'affaire de Frigia. On a entendu Dadis dire ça. Je pense qu'il est important qu'il publie ça avant qu'on arrive aux responsabilités. Parce que si on est aux responsabilités, les rumeurs peuvent continuer. Et ils ont tout le temps maintenant surtout de publier. Surtout que la Guinée, c'est la capitale des rumeurs. Voilà. Nous appelons... Dadis a demandé à Dalein, qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas suffisant pour dire que... Ce n'est pas suffisant. Les audits... Ousmane Kaba est dans ses audits depuis le temps de Dadis. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'il mette à la connaissance des Guinéens les résultats de ces études pour ce qui concerne la Cellou. Au moins, on va clarifier l'affaire de la Cellou de Sidia et tout ce qu'il vend. Okay. Et après, on va s'occuper des autres. Ok. Notre auditeur au standard. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va. Prénom et nom, vous nous appelez de quel quartier? Je suis à Coloma. Je m'appelle Mamadou Djambari. Mamadou Djambari. Oui. On vous écoute, monsieur Barry. C'est tout juste pour intervenir sur la vente de Air Guinée. Vous savez comment fonctionne le mécanisme d'Air Méta? Non, nous on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors,
dans tous les pays, presque tous les pays du monde, presque je dis bien. C'est le ministre de l'économie et des finances qui vend ou qui baille les biens de l'État. Oui. Au moment où on vendait Air Guinée, c'est Madi Kaba Kamara qui était ministre de l'économie et des finances. Oui. Madi Kaba, vous voulez dire? Madi Kaba Kamara qui était le ministre de l'économie et des finances. Oui, Madi Kaba Kamara. L'acheteur Elaz Mamad Silla est là. Madi Kaba Kamara et tous ils sont dans l'arc-en-ciel. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé pour le problème de... Madi Kaba Kamara était ministre sous Dalin, hein? Ministre, oui. Actuellement, il est ministre, il est ministre conseiller à la présidence. Voilà, il est là-bas. Oui. Si maintenant, si le gouvernement, actuellement, au lieu de parler de bobards, de communes et de petits sur Elaz Dalin... Non, monsieur Barry. Non, mais Non, attendez, il faut pas dire des bobards, là, je suis désolé, il faut pas tenir des mots comme ça. je retire mon mot. Voilà, merci. Ok. Alors, je crois que ils n'ont qu'à demander Madi Kaba Kamara et la zone Matila pour le cas de Air Guinée. D'accord. Ils vont nous éclairer, hein? Et vous savez ce qu'on a compris aussi? Non. Tous nos leaders qui sont capables de faire quelque chose, on prend des saletés, on met sur eux. On a compris ça ne marche plus, c'est des conneries. D'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé M. Barry. Je pense que c'est que M. Barry... bonsoir du côté de Koloma, oui. Je pense que ce que M. Barry dit, c'est le bon sens. Il y a des responsables qui étaient aux affaires en ce moment-là. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont incriminés, qui sont de l'autre côté de l'opposition. On ne peut pas dire que là, c'est le bloc quand même des enquêtes. Ceux qui étaient hier aux affaires sont aujourd'hui divisés. Il y en a dans la mouvance présidentielle, il y en a dans l'opposition. Très bien. On ne peut pas quand même accuser Elaz Sellou et ceux qui sont dans l'opposition de bloquer les audits, d'empêcher que la vérité jaillisse. Mais qu'attendons-nous? Qu'elle jaillisse. Le fait qu'on en veuille à Elaz Sellou Dalin Diallo, c'est que lui, il n'est pas dans la mouvance présidentielle. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, apparemment, j'ai dit vraiment apparemment, il est en train de mettre les bâtons dans les roues du pouvoir. Donc, on se dit que lui qui a bradé ou bien qui a détourné l'argent de l'État, pourquoi il nous fatigue aujourd'hui? Nous, on met des bâtons démocratiques dans les roues antidémocratiques du gouvernement. Donc, oui, nous mettons nos bâtons démocratiques, oui, là-bas. Non. Vous pensez qu'Alpha Condé n'est pas suffisamment démocrate? Il n'en a pas du tout la culture démocratique. Pas du tout. Alors, et là, vraiment, je suis extrêmement déçu de voir quelqu'un qui a vécu 60 ans en France et qui n'a pas pu s'imprégner des valeurs démocratiques de tolérance et du pardon. Et c'est absolument étranger à l'individu. Ça, le président de la République n'a aucun... Quand vous parlez de pardon, il a quand même gracié quelques militants qui ont été condamnés. Attendez, il n'a gracié que sous la contrainte. On n'a pas besoin de grâce. On n'a pas besoin de grâce. La contrainte de qui? On a besoin que le président de la République... Contrainte de qui, M. Diallo? Je dis... Alpha Condé, c'est quand même le président de la République. Oh, ma foi, le président de la République, vous savez, il l'avait déjà dit à Bokeh quand je vais rentrer à Conakry. Il est libre de gracier qui il veut quand même. Alors, il a pris ça dans son droit de liberté. Quand vous parlez justement de contraintes, c'est là où on vous pose la question. Sous la contrainte de qui? Vous savez, il y a des contraintes qui arrivent de partout sur un chef d'État aussi, il subit des pressions. Mais c'est pas ça. Vous voulez parler de l'extérieur? De l'intérieur même de ce pays. Okay. C'est pas forcément de l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que s'il avait vraiment été imprégné des cultures démocratiques, on ne serait pas là. Parce que ça veut dire faire confiance aux institutions, faire en sorte que les institutions soient fortes. Mais on est en Guinée aujourd'hui. Lui-même, son ministre de la Justice dit, je vais partir parce que je ne juge, ma justice a foutu le camp. Sous un président civil. Il a dit que la justice guinéenne est pourrie. C'est sous le président de la République. Quelles dispositions ont été déjà prises depuis ça? Qu'est-ce que le président de la République a pris comme disposition depuis que son ministre a menacé de partir parce qu'il a dénoncé que sa justice est pourrie? Depuis qu'il y a eu les tueries, je vous dis, les Guinéens victimes ne sont pas capables d'aller déposer une plainte pour que la justice accepte la plainte, pour instruire l'affaire, pour que la vérité soit là. D'accord. Alors, vous dites que Alpha Condé n'est pas suffisamment démocrate. Et là, Sellou Dalin, Sidia Touré, ils sont passés aux affaires. On les a vus quand même sous un régime qui n'était pas du tout démocrate. On a vu des gros. Avec Lansana Conté. Qu'est-ce qui vous fait dire que eux, s'ils étaient élus, ils seraient aujourd'hui démocrates? Je pense que c'est ce qui explique aussi une partie. Parce que nous les avons vus quand même à l'œuvre. C'est ce qui explique aussi une partie de leur popularité dans le peuple. C'est-à-dire que les gens les ont vus sous un système qui n'était pas suffisamment... Monocolore, hein? Un système qui n'était pas suffisamment démocratique, mais on les a vus dans l'exercice, dans l'équilibre des choix qu'ils faisaient, dans le discernement avec lequel ils géraient les affaires de l'État. Et je pense que cette manière, de façon impartiale, regardez le gouvernement de la Sellou, quand il a décidé de faire les routes de la Haute-Guinée, il n'a pas dit je vais les amener à Dalin ou à Fouta parce que je suis originaire là-bas. Il a choisi. Je rappelle, ça c'est une précision importante. Elaz Sellou Dalin Diallo a été limogé par Lansana Conté pour haute trahison. Écoutez-moi, écoutez-moi, pour faute, je vais venir à ça. Je dis quand le ministre des Transports qu'il était a fait le choix, après des études, d'envoyer les routes vers la Haute-Guinée, vers la Basse-Côte, il n'a pas dit ici c'est chez moi. Il a regardé les routes les plus rentables
les plus économiquement profitables pour le peuple de Guinée, pour le trésor public. Ouvrir notamment un chemin vers Bamako qui n'a pas de port. Il a investi là-bas. Ce qui est nettement plus économiquement rentable. Et il n'a pas fait de choix tribalistes, etc. Mais certaines routes aujourd'hui laissent à désirer quand même. Absolument, parce qu'il n'y a pas de continuité dans l'entretien. Ça arrive dans toutes nos routes. On a des problèmes d'entretien, ça arrive. Il y a des fonds routiers. On a dit qu'on a mis seulement une seule couche et lui, il veut faire des routes avec 2 ou 3 couches. On attend de voir. Ok, on va prendre un autre auditeur, Moussa Fassila aux opérations techniques. Bonsoir.